Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le vendredi 13 juin 2025. Nouvelle vidéo compliquée les gars aujourd'hui. Alors franchement je suis fatigué par ce marché. La dernière fois on était ultra bullish dans la vidéo, j'étais vraiment bullish. On avait un setup incroyable les gars sur Bitcoin, sur ETH, surtout sur ETH qui était vraiment intéressant. Et les gars on a tout gâché. Là cette nuit il y a eu une news géopolitique qui est tombée, qui était juste catastrophique en fait. On peut pas voir pire. C'est l'Iran et l'Israël qui se mettent en embrouille. Bon c'était déjà très tendu entre eux et on savait que ça allait péter un moment, juste on savait pas quand. Et c'est tombé à ce moment-là. Alors forcément quand ça tombe on est toujours en mode putain ça fait chier que ça tombe, mais non. C'est vrai que là c'est dommage parce que on avait fait notre short squeeze, on avait annulé notre épaule tête épaule, on revenait là sur les plus hauts, on avait ETH qui commençait à break, il avait break les gars à son niveau des 2800 $. On n'avait pas mieux comme setup pour péter beaucoup plus haut, surtout sur les altcoins, enfin surtout sur ETH, parce que voilà, on avait ce passage de ce point de pivot qui était juste hyper important. Et on vient tout gâcher avec une news géopolitique qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas anticiper à l'avance, c'est juste impossible. Donc on ramasse ça dans la gueule. Bon, heureusement, j'ai rien perdu en trade parce que, rappelez-vous, j'avais lancé un gros long là sur Ethereum que je vous avais montré en vidéo. Et du coup, je l'ai managé pour mettre mon stop loss au-dessus de mon entrée quand il a commencé à bien péter. Et du coup, au final, je me suis fait sortir ABE. Mais bon, c'est dommage pour le reste parce que là, on aurait pu avoir une super lancée pour le mois de juin avec un Ethereum qui prend les devants et qui amène la dominance avec lui. Bon, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Après, d'un autre côté, on avait avoir un petit gap sur BTC à aller chercher. Du coup, on a pu combler grâce plus ou moins à cette news qui nous a fait chuter assez fort. Et d'un autre côté aussi, on va les voir ensemble, mais en gros, quand vous avez ce genre de news, c'est un peu similaire à ce qu'on a eu entre Trump et Musk ou ce qu'on a eu avec Israël et Palestine au moment où ça avait pété. En fait, c'est des news qui sont très bearish à très court terme, c'est-à-dire ça baisse très fort comme ça à très court terme parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais dès que ça se stabilise un peu plus ou dès que ça se calme un peu plus, bam, le marché reprend direct à la hausse. Il faut juste pas que ça s'empire en fait au niveau de cette tension géopolitique. Et en fait, souvent, ce qu'on remarque, mais c'est un peu souvent la même chose que ce soit au niveau de l'Ukraine, par exemple, avec la Russie, je sais pas, Israël-Palestine, ou là actuellement Iran-Israël, et ben vous avez un pic d'incertitude, un pic de peur au tout début, parce que tu sais jamais dans quel sens ça va partir. Et puis en fait, au fur et à mesure des jours, en fait, ça se stabilise un peu et petit à petit, ça avance dans le conflit, mais pas aussi vite que les cryptos en fait. Ça va doucement quoi. Et même s'il se passe plein de choses horribles entre temps, où il y a des attaques dans tous les sens qui se passent, et ben par rapport au marché, en fait, la situation ne s'empire pas plus, enfin beaucoup plus par rapport à la correction que ça fait au marché, et du coup les marchés ne vont pas faire une anticipation plus forte que l'anticipation déjà qu'ils ont fait au début du conflit. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, mais en gros le pire dans ce genre de situation, c'est le début, parce qu'on sait pas dans quel sens ça part, mais après une fois que c'est un peu plus stable, le marché il reprend tranquillement son chemin. Bon, et avant toute chose quand même, avant de parler du conflit, parce qu'en fait nous on traite vraiment le conflit par rapport au marché, c'est-à-dire on regarde uniquement l'impact qu'a le conflit sur le marché, mais il faut pas oublier qu'il y a plein de victimes derrière, que ce soit les civils, que ce soit même des militaires, etc. Il y a beaucoup d'innocents, beaucoup de personnes qui n'ont pas demandé ça et qui se prennent quand même dans la gueule. Et du coup, je pense que c'est toujours important de garder en tête que c'est quand même avant tout plutôt un drame humain, avant que ce soit un drame des marchés, quoi. Et du coup, voilà, grosse pensée à ceux qui sont dans ce genre de conflit, que ce soit au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Palestine, au niveau de l'Iran, là, et aux personnes qui sont victimes de ce conflit alors qu'ils ne l'ont pas choisi en fait de base. Et c'est vrai que dans ce genre de cas, en fait, les marchés, ça passe vraiment après, quoi. C'est pas du tout le plus important, mais voilà, vu qu'on est une chaîne crypto, forcément, on va s'intéresser aux nouveaux marchés. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc, on a l'aviation israélienne qui a frappé dans la nuit des dizaines de sites liés au programme nucléaire iranien. Et en fait, ils veulent éliminer la menace nucléaire, parce qu'en fait, on a l'Iran qui commence à s'armer nucléairement. Alors, je savais que l'Iran voulait s'armer nucléairement, mais je savais pas qu'il était sur le point de le faire. Du coup, on a Israël qui veut arrêter ça. Du coup, en les bombardant directement. Derrière, on a du coup Israël qui a déclaré l'état d'urgence après avoir frappé la capitale iranienne. Et on a du coup l'Iran qui déclare qu'ils réagiront durement contre Israël et que les États-Unis suite aux attaques de ce soir. Parce qu'en fait, le truc dans cette histoire, c'est que les États-Unis, ils sont aussi pour le conflit que envoie Israël en fait au niveau de l'Iran. Parce que le but des États-Unis, c'est qu'il y a un minimum de pays qui ont la puissance nucléaire et ils veulent pas que l'Iran ait la puissance nucléaire. Et du coup, on a l'Iran qui ont répondu ce tweet-là. Alors c'est complètement lunaire, oui, ça fait 10 millions de vues. En fait, c'est fou à quel point on peut voir qu'on a des conflits, mais non. Les 3 derniers conflits, 3 derniers gros conflits qu'on a eu, qui se font via les réseaux sociaux. C'est hallucinant de voir en fait tout ce conflit en direct via les réseaux sociaux. Et ça, c'est nouveau, quoi. Ça n'était pas avant. Et on voit que 10 millions de vues sur le tweet, 110 000 likes, c'est juste énorme. Et en fait, l'image qu'ils ont mis, c'est juste Israël avec le drapeau qui se fait, alors je sais pas si c'était Tel Aviv ou quelle ville, mais qui se fait attaquer par leur missile iranien. Donc là, c'est quand même, on n'est plus dans un conflit qui est, voilà, on dissuade, enfin, on dit qu'on va faire ça, mais on le fait pas vraiment. Là, c'est vraiment des menaces, quoi, fort. Et du coup, là, comme j'expliquais juste avant avec les États-Unis, on a Israël qui continue, du coup, de menacer l'Iran et qui menace une frappe dès dimanche s'il ne stoppe pas la production nucléaire. Et en fait,
je pense qu'Israël, ils vont continuer à attaquer l'Iran tant que voilà, l'Iran, ils ne vont pas accepter qu'ils arrêtent la production nucléaire. Et derrière, on a Trump qui affirme avoir donné à toute son administration de négocier avec l'Iran, mais pose une condition, c'est que l'Iran doit d'abord abandonner toute ambition nucléaire. En fait, l'Iran, je pense que, bon, je sais pas comment ils vont se démerder, parce que là, franchement, avec les États-Unis et Israël, Israël qui les attaque et les États-Unis qui les supportent derrière pour qu'ils arrêtent la production nucléaire, ça va être compliqué pour eux de faire face à ça. Et on a Trump qui rajoute une couche en menaçant l'Iran, vous voyez, il dit j'ai donné à l'Iran après chance de conclure un accord, ils sont tous morts maintenant, alors c'est quand même des mots très forts, les prochaines attaques d'Israël seront encore plus brutales, l'Iran doit signer un accord avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, c'est fou à quel point ça me fait penser, je sais pas, au Japon, quand il y avait, ils voulaient signer la fin de la guerre, mais le Japon, ils voulaient pas. Et que les États-Unis, ils ont fait bon, vas-y, on va vous envoyer 2 bombes nucléaires, et moi, vous n'aurez pas le choix d'accepter. C'est un sujet très complexe, en fait, la dissuasion nucléaire, parce que ça part du principe que plus de monde, plus de pays est armé en termes de bombes nucléaires, et ben plus le monde va être safe. Parce qu'en fait, personne va oser attaquer, vu que les représailles nucléaires sont énormément fortes, en fait, sont très fortes. Et plus, du coup, l'armement nucléaire est élevé dans le monde, plus les représailles ont peu de chances d'arriver, parce qu'en fait, au final, la Terre va être complètement détruite. Mais d'un autre côté aussi, ça fait flipper, quoi, parce que tu te dis, pour être en sécurité, bah, il faut plus d'armement nucléaire. Et après, tu as le problème, encore une fois, de qui doit posséder l'arme nucléaire. C'est-à-dire que tu as tous les plus gros pays, comme les États-Unis, la France, voilà, les grandes puissances mondiales, avec des pays les plus développés, possèdent l'arme nucléaire. Mais est-ce que du coup, les pays moins développés, comme l'Iran, etc., doivent aussi posséder l'arme nucléaire? Et qui doit décider de ça, quoi? Parce que est-ce que c'est les États-Unis qui doivent décider de ça? Enfin, c'est super complexe. Et franchement, ça me fait hyper flipper, parce que je me dis, ça fait même pas un siècle qu'on est dans cette course à armement nucléaire. Et on a déjà eu des moments où on est passé très près d'une catastrophe, que ce soit par exemple avec la crise des missiles de Cuba. On a failli tous crever à cause d'une décision qui aurait pu être différente de ce qui a été réellement, ou même chose au niveau de la Russie, où le moment où il y a eu un gars de l'armée russe qui a vu plein de missiles des États-Unis arriver et qui en fait on a conclu que c'était pas possible et qui a du coup pas lancé la guerre nucléaire derrière. Il y a plusieurs moments dans l'histoire, là, dans la guerre froide, où c'est joué de pas loin. Et là, je me dis, en fait, si on prolonge ça sur plusieurs siècles, et je vois pas comment, là, sur par exemple les 500 000 ans à venir, il y aura pas un moment où il y a un truc qui va être mal interprété et ça va partir en guerre nucléaire. Du coup, ça me fait un peu flipper. Et sûrement, maintenant, en fait, tu as des protocoles qui sont bien plus durs pour engager une attaque nucléaire par rapport à ce que c'était avant, mais quand tu vois des pays qui sont beaucoup moins développés et qui commencent à avoir l'arme nucléaire, bah eux, ils ont peut-être moins ces protocoles-là, quoi. Donc bref, très compliqué comme sujet, et de toute façon, plus on a de problèmes comme ça, géopolitiques, de guerre, plus on a d'incertitudes, et moins les marchés en fait, ils vont aimer, et plus les marchés ils vont corriger par rapport à ce genre de news. Après, d'un autre côté, certains disent que du coup Bitcoin est fait pour ça, en fait, et que plus il y aura d'incertitudes dans le monde, plus il y aura de problèmes de guerre, etc., bah plus Bitcoin il prendra de la valeur, parce que derrière, il est fait pour être un peu comme l'or et être utilisé comme valeur refuge. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour l'instant, on le voit très bien, à chaque fois qu'on a un problème comme ça, de ce style-là, bah Bitcoin il corrige comme le reste du marché. Du côté de mon trade, donc je vous avais dit que je managerais mon trade et que je tiendrai au courant par rapport à ce que je fais. Donc en gros, ouais, j'étais rentré sur Ethereum, c'était plutôt bien passé, j'étais monté à plus de 4000 $ de gains sur ce trade-là. Bon, j'ai pas pu TP parce que mon TP, ouais, je l'avais mis en dessous. En gros, ce que j'ai fait pour manager mon trade, c'est que j'ai pas pris de risque, j'ai vu que mon trade était bien monté, donc j'ai monté mon stop loss juste au-dessus de mon entrée, donc vers les 2820 $. Et j'ai mis un TP à 2980 $ parce qu'en fait c'était l'endroit où on était juste en dessous de la future résistance en fait, des 3000 $ avec les murs de vente qui étaient positionnés à ce niveau-là. Donc j'ai plutôt TP à cet endroit-là. Finalement on n'a pas pu atteindre ce niveau-là, donc je n'ai pas pu TP. Mais derrière je me suis fait stop loss et je me suis fait stop loss du coup ABE, donc c'est-à-dire j'ai rien perdu, rien gagné. Mais voilà, j'ai pas pu jouer ce trade-là comme je voulais, donc dommage. Derrière, il n'empêche que je vous ai fait quelques tweets hier qui ont du coup bien changé depuis parce que ça n'a pas à le corriger, mais qui sont, je pense, toujours d'actualité, même si bon à court terme on s'est pris une belle bougie rouge. Vous allez voir, on peut tout à fait reprendre le break qu'on a fait et repartir si on n'a pas de surenchère par rapport aux tensions géopolitiques qu'on a actuellement. Mais en gros, voilà, le truc que j'expliquais, c'est que ouais, Ethereum, c'est la première fois qu'on break les 2008 là, depuis pas mal de temps. Vous voyez, où là on avait buté tout le long, on avait enfin break, ouais, ça avait pété, là on était revenu. Là pareil, 1, 2, 3, 4 fois ici, et là pour la première fois on break enfin en 2008. Donc c'est un signal hyper fort envoyé au marché et surtout envoyé, je trouve, aux altcoins en mode vas-y, Ethereum va pouvoir partir et le reste va pouvoir sûrement suivre. Mais surtout, le plus intéressant de ça, moi je trouve, c'est ETHBTC. Parce qu'en fait, ETHBTC, depuis 3 ans, les gars, depuis 2022, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le bull run de 2021, depuis début 2022, ETHBTC, il est toujours dans le même pattern. C'est-à-dire qu'on fait que, vous voyez, pump, et on redump direct après, en fait. Et à chaque fois qu'on repump, on ravale tout à la baisse direct après, vous voyez. Et à chaque fois qu'on pump, on ravale tout.
on pump, on ravale tout, on pump, on ravale tout. Il n'y a jamais eu un moment où Ethereum BTC a réussi à se stabiliser pour commencer à faire une structure qui s'inverse et qui est plutôt bullish. Et ouais, là, c'est la première fois, du coup, depuis 3 ans, qu'on a enfin cette structure où, au lieu d'avoir un pump puis directement un dump, et ben on a enfin un pump et une stabilisation d'Ethereum qui commence à repéter vers le haut et à dominer en fait BTC. Et même si pour l'instant c'est que le début et c'est encore trop tôt pour valider ça et le fait que on va chercher du plus haut, c'est bien parti pour. Et ça, c'est vraiment encourageant, surtout en prenant en compte le fait que Ethereum commence à break son niveau hyper important, là, de 2008, et qui est encore, je trouve, plus intéressant que ce qu'on a sur BTC. Et du coup, j'ai fait un petit scénario en disant, je sais que c'est tabou de parler d'Alcus Season, mais je vous donne quand même mon scénario pour la fin de ce bull run. Alors, c'est assez large, parce que je prends le timing pour, pas uniquement pour cet été, mais jusqu'à fin 2025, donc pour les 6 mois à venir. Et franchement, là, je pense que les 6 mois à venir, les gars, c'est vraiment les 6 mois les plus importants sur les 4 dernières années. C'est-à-dire que moi, depuis 4 ans, depuis 2021, enfin depuis qu'on est parti en bear market début 2022, les 6 mois les plus importants que j'attends, c'est 6 mois-là. C'est 6 mois de juin à décembre 2025. Parce que logiquement, là, c'est la fin du bull run, comme là à chaque fois, fin 2013, fin 2017, fin 2021. Et là, ça va être la même chose pour fin 2025. Et du coup, on espère que tout ce jeu menant et tous les investissements, tous les sacrifices et tout le temps qu'on a consacré durant ces 3-4 dernières années, ça va se jouer là pour les 6 prochains mois, quoi. En tout cas, surtout pour les altcoins, quoi. Parce que Bitcoin a déjà bien fait une partie de son bull run. Mais du coup, le scénario que j'avais un peu, c'est Ethereum break les 2800$, ok. Il ramène, du coup, Ethereum break les 2800, il ramène la Bitcoin dominance avec lui, donc c'est-à-dire il fait chuter la Bitcoin dominance en dessous des 62%, donc en dessous de son plus bas qui est ici. Ce qui fait que du coup, les altcoins suivent derrière, et les altcoins se mettent à break du coup le niveau des 940 milliards qu'ils n'arrivent pas à passer ici, que pareil, c'est un peu comme les 2008 sur Ethereum. Et là, boum, une fois qu'on pète ce niveau, on peut accélérer assez fort la hausse et du coup emmener tous les altcoins avec nous et lancer Alcus Season. Après, niveau timing, c'est dur à dire et je pencherai plus pour la fin d'année, septembre à décembre 2025 pour l'Alcus Season, et j'ai dit que ça irait bien avec la baisse des taux d'intérêt. Et c'est vrai que la baisse des taux d'intérêt, pour l'instant, elle est prévue pour septembre. Ça devrait tomber en septembre, donc c'est vrai que ça irait parfaitement avec une Alcus Season qui commence à faire dans ces zones-là. Bon, comme j'explique en dessous, là c'est vraiment la boule de cristal, hein. C'est un peu genre en mode je sors ma boule de cristal et vas-y, j'essaie d'anticiper ce qui va se passer, mais c'est très compliqué de savoir exactement comment ça va se passer. Ça se trouve on n'aura pas d'Alcus Season, même si moi pour l'instant je fais toujours le pari qu'on aura cette Alcus Season, et voilà, je mise toujours là-dessus, quoi. Je garde mes cryptos, je les vends pas tant qu'on n'aura pas cette Alt Season. Du coup là, j'ai demandé ce que vous anticipez de votre côté, et j'ai regardé, la plupart des gens sont plutôt d'accord avec ce que je dis. Donc à voir. D'un côté, je me dis bon, c'est cool, mais d'un autre côté, je me dis si la majorité des gens sont d'accord avec moi, c'est que peut-être le marché fera l'inverse. Mais j'ai trouvé un commentaire qui était plutôt bien, et celui-là, il disait en 2021, on disait pareil, il n'y aura pas d'alt season, on est exactement dans le même mood qu'aujourd'hui. Le cycle des cryptos, c'est juste de la psychologie de foule, et la psychologie humaine ne change pas. Il n'y a donc pas de raison de ne pas avoir d'alt season. Et je suis très d'accord avec ça. En fait, les marchés, ils font toujours les mêmes phases, ils font toujours les mêmes cycles, parce qu'en fait, les marchés, ils font ces cycles par rapport à la psychologie humaine. Et vu que la psychologie humaine ne change pas, dans la même bulle que sur la bulle des tulipes, je sais le dire, ou sur les bulles qu'on a actuellement, en 2017, en 2021 ou 2025 actuellement. Du coup, c'est toujours le même pattern, mais surtout, vous voyez, c'est assez vicieux en fait le marché, mais quand tout le monde s'attendait à une Alcus Season là pour février-mars, et ben l'Alcus Season elle n'a pas du tout eu lieu. Les altcoins ils font que baiser. Et vu que là plus personne s'attend à une Alcus Season et tout le monde est en mode vas-y les altcoins c'est mort. Enfin moi dans mon entourage je vois pas les gens recharger les altcoins. Je vois pas les gens en mode ah vas-y j'ai trop hâte qu'on fasse x10 x20 sur les altcoins. Les gens sont plus en mode je sais pas si je vends mes altcoins, si je les garde, c'est sûr j'en rachète pas, mais je sais pas si je les garde. Oui, on n'est même pas dans le fait d'acheter des altcoins, mais dans le fait de est-ce que je les garde ou pas. Et bah du coup vu que tout le monde se positionne pas forcément en faveur des altcoins, ça va être le bon moment pour avoir une Alcus Season en fait. Après encore une fois ça dépend aussi de tout ce qui est la macro au niveau des taux d'intérêt, de l'incertitude au niveau des géopolitiques, tout ça. Ça, c'est aussi important à prendre en compte. Mais c'est vrai que si on prend que la psychologie, on est plutôt bien parti pour une Alcus Season par rapport au fait qu'on a un FUD sur les altcoins qui est assez énorme. Et aussi, d'un autre côté, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu un abonné qui disait qu'il fallait miser sur l'avenir 80% de BTC minimum en portefeuille. C'est qu'ils ont cru aux promesses des altcoins. Désolé les gars, vous êtes niqués. Les tokens de miracle, tout ça, pour finir en stablecoin émotionnel, place au suivant. Bon, je suis à moitié d'accord avec ce qu'il a dit, mais en gros, là, ça feuille de ouf les altcoins, du coup, c'est pour ça que je pense qu'on aura comme une Alcus Season. Par contre, je suis d'accord sur le fait de faut maximiser Bitcoin. Et ce que moi j'ai expliqué, je pense qu'au prochain bear market, je vais devenir un peu Bitcoin maxi. C'est-à-dire que je ne veux pas devenir Bitcoin maxi dans le sens où je vais parler que de Bitcoin et je vais juste accumuler du Bitcoin, mais je pense qu'avant, j'étais plus 20% Bitcoin, 80% altcoin, et là, je vais complètement changer ça et je vais passer 20% altcoin et 80% bitcoin, et je pense que 80% de mon capital en crypto je vais uniquement le consacrer à bitcoin et accumuler des bitcoins le plus possible pour pas pour le cycle 2029 mais pour les 10, 20, 30 ans à venir quoi. Et je vais plus être dans cette strate là que j'ai fait en 2021 et comme je fais actuellement d'aller viser des gros multiples sur les altcoins pour
pour gagner beaucoup avec peu, quoi. Parce que ça a très bien marché pour moi en 2021, ça marche moins actuellement parce que le marché va moins dans ce sens-là, mais ça marchera, ça se trouve très bien pour la fin d'année. Mais en fait, j'ai surtout envie de sortir les altcoins, pas en priorité parce que pour l'instant ça marche pas, mais parce que j'ai plus envie d'avoir ce stress-là, j'ai plus envie d'avoir cette énergie mentale qui est constamment consacrée aux altcoins en mode ah, est-ce que ça va pump ou pas. Et même si tu essayes d'être chill par rapport à ça, quand tu as 80% de ton capital sur les altcoins et que tu vois que ça pète pas, en fait ça te bouffe un peu, quoi. Et du coup, je préfère avoir la tranquillité de Bitcoin que la folie des altcoins. Bon, voilà pour ça. Ensuite, sur BTC. Tiens, vous voyez, regarde, c'est drôle, le tweet que j'ai fait hier. Vous voyez, je vous parle un peu du haut du range qu'on a cassé ici et que du coup, on peut revenir dessus vers les 106 000 $. En plus, c'est le ruban. On a le gap en plus à combler, on va les voir après, vers les 105 000 qu'on est allé combler. Donc, c'est super intéressant. Et en plus de ça, vous voyez, on voit les liquidations. On a énormément de liquidations qui sont accumulées juste au-dessus des 111 000 $. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, pour le futur, quand on va aller faire un short squeeze, ce sera excellent parce qu'en fait, on pourra aller pousser très fort, comme on l'a fait ici, mais cette fois-ci au-dessus des 111 000 pour aller chercher le short squeeze avec toutes les liquidations de short qu'on a au-dessus de nous. Mais regardez, ce qui est fou, c'est que j'ai fait ce tweet hier, c'était avant que la news avec l'Iran tombe, et j'ai dit forcément aussi, on dépend des news géopolitiques qui tombent aléatoirement. Les gars, je mets ça dans le tweet, genre 12 heures après, dans la nuit, on se tape la pire news géopolitique possible qui fait chuter le marché, c'est ouf. Et malheureusement, ce genre de choses, on peut pas trop le prévoir. Bon, après, d'un autre côté, quand on prend du recul sur BTC, en vrai, c'est très propre ce qu'on fait. Je sais pas si vous vous souvenez, le 10 avril, je vous avais mis ce tweet-là en vous disant que on était vraiment sur un niveau hyper important parce que soit on passait en dessous du ruban et du coup, pour moi, on passait par market, soit on allait rebondir sur le ruban et du coup, on relançait bull run. Et on était tout en bas du ruban vers les 80 000 $, même vers les 74 000. On avait du coup ce rebond qu'on pouvait faire. On avait le RSI qui était tout en bas ici, qui commençait à se retourner. Le MACD qui était encore loin de croiser bullish, mais que du coup, on anticipait d'avoir ce croisement bullish. Et en l'espace de 2 mois, du coup, on est passé de ça à ça. Et franchement, il y a une très belle progression, les gars. Même si on baisse ça à court terme, c'est pas grave. Vous voyez, en weekly, on a eu un rebond qui est juste parfait. Le RSI s'est relancé parfaitement avec le W et le croisement du MACD, il est nickel. Il est au top. Et ce qui est encore mieux dans tout ça, c'est, j'explique un peu la surchauffe qu'on a actuellement, qui est à mi-chemin, je trouve, par rapport à ce qu'on va avoir au maximum. C'est-à-dire que je pense qu'on est encore qu'au milieu de cette reprise haussière. Parce que déjà, on vient juste de faire un plus haut. Et en général, quand on a une reprise haussière comme ça, vous voyez qu'on a eu ici, dès qu'on casse le plus haut, hop, on accélère très fort. Vous voyez, par ici, dès qu'on commence à accélérer et on casse le plus haut, on réaccélère très fort. Et là, pareil, vous voyez, on accélère, on arrive au plus haut. Et du coup, là, généralement, quand on refait un TH, on réaccélère assez fort. Derrière, pareil pour le RSI. Le RSI, il est encore loin de sa zone de surchauffe des 80. Vous voyez, le RSI, à chaque fois qu'il revient vers ses 80, ouais, minimum 80, 90, c'est souvent sa zone de surchauffe comme on a ici. Et pour l'instant, vous voyez, il n'est même pas au-dessus des 70. Il est encore en dessous des 70. Et en fait, plus on monte, plus il faut que le cours monte fort pour que le RSI monte haut vers les 80. En fait, c'est un peu exponentiel. Du coup, au final, la zone de surchauffe sur le RSI, il y a encore de la marge. Et le MACD, c'est la même chose. Vous voyez, le MACD, on n'est même pas à la moitié du croisement. Là, on vient tout juste de faire le croisement il y a quelques semaines. Et vous voyez, on a encore de la marge. Comme on a fait ici, on était monté tout en haut. Là, pareil, hop, on est monté tout en haut. Voilà, on est encore au début moitié de ce croisement-là. Donc au niveau des indicateurs, que ce soit RSI, MACD et même au niveau du ruban, on peut avoir un temps de pause. On peut très bien avoir un temps de pause là pour l'été où on se pose tranquillement et on n'a pas forcément une hausse énorme. Mais au niveau de la fin de la hausse, je pense qu'on ne l'a pas encore fini et qu'on a encore pas mal de marge devant nous. Il y a un autre indicateur qui va dans ce sens-là, qui nous montre qu'on n'est pas forcément sur une surchauffe du marché pour l'instant à court terme, c'est le comportement des holders. En gros, si on prend donc ça s'appelle le hold wave, donc c'est par rapport aux vagues des holders. En français, en fait, ça représente la durée pendant laquelle les détenteurs de Bitcoin conservent leur Bitcoin sans les déplacer. Et en fait, quand vous voyez qu'il y a un pic donc des holders par rapport au marché, c'est souvent un top local. Et on le voit très bien, par exemple en 2021, on avait énormément de holders ici qui faisaient un gros pic au niveau de l'indicateur, qui a formé pareil un pic au niveau du marché. Alors c'est pas que le jaune qu'il faut combiner, mais c'est tout, donc c'est jaune, orange, rouge, vous voyez. Bon, c'est comme d'hab un indicateur à prendre avec des pincettes, vous voyez, parce que pour le deuxième top ici, c'était un peu moins le cas, même si ça l'était un petit peu, c'était moins que ce qu'on a eu sur le premier top. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu pareil aussi pour le bear market, où en fait on a le même mouvement, mais à l'inverse au niveau du bottom. Et de nouveau, on le retrouve du coup sur les tops plus récents. Vous voyez qu'on a eu ici vers mai 2024, avril-mai 2024, qu'on a eu le premier top là sur BTC, et le deuxième qu'on a eu là plus récemment, fin d'année, donc décembre, janvier 2025, où pareil, vous voyez, on a eu un pic ici qui s'est fait. Et là actuellement, vous voyez, on est assez loin de ce qu'on a connu sur les deux derniers tops, où pour l'instant, en fait, la surchauffe qu'on a ici en orange et en jaune, on l'a pas du tout. On l'a pas du tout, et le mouvement, vous voyez, assez exponentiel comme ça, on l'a pas encore, et on est plus, par exemple, par ici, ou même par ici, quoi. Donc on a encore de la marge, on n'a pas de surchauffe en tout cas pour l'instant par rapport au holder. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, on va aller voir un peu les liquidations. Alors les gars, c'est abusé. Regardez les liquidations en 24 heures, c'est un carnage. 1,13 milliard les gars de dollars liquidés en 24 heures. Et là ça je pense c'est le pire en fait. Quand on a une news comme ça qui tombe, qui est ultra mauvaise
au niveau géopolitique et qui du coup fait chuter les marchés très fort, enfin très fort, même moins 10%, mais que c'est pas attendu, c'est là où on a le plus de liquidation, parce qu'en fait les gens s'y attendent le moins, vu que c'est complètement aléatoire, quoi. Ça tombe comme ça et on peut pas le prévoir à l'avance. Du coup 1,13 milliard de liquidation, allez 1 milliard de long, bam, tout le monde liquidé. J'étais content de pas avoir de position à ce moment-là. J'ai toujours ma position quand même sur Cookie et sur Mood, là, les deux altcoins, mais ils sont encore loin de se faire liquider eux. Mais du coup, on prend cher. Du côté de la heatmap, c'est hyper intéressant parce que je vous avais montré tout à l'heure toutes les liquidations qu'on a au-dessus de nous. Mais là, ça a encore plus augmenté. C'est-à-dire qu'on a encore plus de shorts qui sont positionnés et encore plus de liquidations qui sont accumulées. Regardez vers les 111 000 $, c'est abusé. Alors pour donner un ordre d'idée, en général, quand vous voyez, vous avez des liquidations comme ici de 100, 140, 123 millions de dollars de liquidation, tous les paliers, c'est beaucoup. Mais là, regardez ça, on est à 66, juste au-dessus, on est à 175, après on a 214, 176, 199, 212, 103, etc. Et ça continue de monter jusqu'en haut, vous voyez, 192. En fait, on a des 200 millions de liquidations, tous les paliers. Donc en fait, là, juste ici, on a facile 2 milliards, allez, peut-être 1 milliard, 1 à 2 milliards à liquider. Et du coup, on peut aller chercher un énorme short squeeze de 1 à 2 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc ça, c'est intéressant. On ne sera peut-être pas fait tout de suite, mais on a ça au-dessus de nous qui est un très bon, en fait, une très bonne chose pour aller chercher un short squeeze. Et du coup, dès que le marché va un peu plus voilà, se stabiliser, enfin que les tensions, la géopolitique vont se calmer, bah, on a pas mal de chances d'aller chercher ce short squeeze en priorité. Et derrière, l'avantage aussi de tout ça, c'est que regardez les fundings, ils sont encore plus bas que ce qu'on avait. Forcément, avec la chute qu'on a eue, on a eu plus de gens qui sont mis à short, et donc on a plus de liquidations qui s'accumulent au-dessus des 111 000 et des fundings qui descendent. Donc ça veut dire que actuellement sur le marché, on a très peu de longs. On a quand même plus de longs que de shorts parce qu'ils sont positifs, mais ça joue de très peu. Et donc tous ces shorts-là qui sont positionnés, on va pouvoir de nouveau les liquider comme on avait fait il y a quelques jours. Bon, si on passe sur BTC, regardez ça en daily, c'est le bordel. C'est le bordel, ouais. Hier on s'est mangé du coup cette bougie à cause de la news qu'on a eue. Ça continue là, ça continuait durant ce matin. On allait chercher très profond, quoi, et un peu comme à chaque fois quand on a ce genre de news, en fait on fait une énorme mèche et ensuite on remonte, parce que l'anticipation du marché est toujours pire sur le moment, en fait, et ça fait un peu comme un élastique où je sais pas si élastique c'est la bonne métaphore, mais en gros, quand on a une très mauvaise news comme ça, et ben en fait on sait jamais jusqu'où vont aller les conséquences de cette news. Et du coup le marché l'anticipe toujours plus fort que ce que c'est réellement, ce qui fait qu'on a souvent une chute très forte et que derrière c'est récupéré assez rapidement. Vous voyez que ce genre de bougie, quoi. Un peu au final comme on avait avec Trump et Musk, vous voyez, où le marché ne savait pas à quel point c'était dramatique, du coup ça vendait très fort, et dès qu'on a vu ça se réconcilier et qu'il n'y avait pas de problème, bam, ça a tout récupéré. Et là je sais pas si ça va faire la même chose, parce qu'en fait c'est impossible de prévoir dans quel sens va aller le conflit. C'est-à-dire que si le conflit il s'envenime et que on a l'Iran qui riposte fortement, qu'Israël continue à riposte et que voilà ça monte crescendo, en fait ça continue à chuter très fort. Et le marché va toujours anticiper encore plus que ce que c'est réellement. Derrière, si juste ça se calme, ou voilà, ils trouvent un accord, direct, bam, ça va être ravalé et on va dire qu'il va remonter. Mais du coup, pour anticiper ça, voilà, c'est pas possible, parce qu'on sait pas, à moins que vous savez à la place de l'Iran et d'Israël qu'est-ce qui va se passer, mais sinon c'est très compliqué. Bon, du coup, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on revient un peu sur cette résistance-là qui nous fait office de support qu'on avait ici tout le long. Et là, du coup, on revient sur du range, donc c'est pas dégueu non plus, tant qu'on ne repasse pas en dessous, comme on avait fait ici, où c'était un peu critique. Et surtout, on maintient notre ruban. Notre ruban, il est ici en bas à 101 000 $. Tant qu'on maintient ce ruban en daily, on reste dans un dynamique haussière qu'on a ici en daily, qu'on entame depuis le bottom qu'on a fait là, au niveau d'avril. Et vous voyez, même si on vient attaquer le ruban bien dedans, tant qu'on passe pas en dessous, on garde cette dynamique haussière. Par contre, si on passe en dessous, là, c'est plus compliqué. Là, on peut revenir en dessous vers les 92 000. Mais ça, c'est dans le cas où on a une news qui va pas du tout en notre faveur au niveau des guerres. Après, voilà, quand on dézoome, vous voyez, en weekly, c'est vraiment pas dégueu. C'est-à-dire que là, on a vraiment une tendance qui est bien montée, assez fort. Derrière, on a un petit temps de pause de 3 semaines. C'est pas du tout dramatique, quoi. On est vraiment sur une tendance qui est assez saine. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Surtout que si on ajoute le ruban, vous voyez, on voit que le ruban en weekly, il est remonté depuis, mais il y a encore de la marge. Vous voyez, pareil, si on commence à décrocher, on a de la marge avant de avoir vraiment le niveau critique qui nous fait passer en bear market. Pour moi, le niveau de bear market, c'est vraiment le bas du ruban qui est pour l'instant à 83 000 $. Donc là, on a vraiment de la marge avant d'aller sur ces seuils critiques. Après, du coup, on avait un petit gap qui s'était ouvert, vous voyez, ici, au niveau des 105 000 $, juste là, qu'on est du coup venu combler grâce ou à cause de la news qui s'est passée. Donc on n'a plus de gap en dessous de nous à aller chercher, à part celui qui est beaucoup plus bas, qui est ici vers les 92 000. Mais bon, lui, c'est sûrement un gap de rupture qu'au final, on n'ira jamais combler. Au niveau de la BTC dominance, forcément, c'est remonté complètement à court terme, parce que dès qu'on a une news comme ça, on a tout qui chute, et souvent BTC
va chuter moins fort que les altcoins, donc on a des dominances qui remontent. Le Total 3, on le voit au niveau des altcoins, hein, le Total 3 il s'est fait éclater, j'ai trop le seum parce qu'on repassait, vous voyez, au-dessus du ruban, on avait réussi, vous voyez, donc c'était rejeté là, hop, on avait pu break, là on a pu faire le pullback parfait pour remonter en haut, et comme je l'ai expliqué le scénario, avoir ETH qui break les 2008, et qui du coup entraîne les altcoins avec lui, et les altcoins reviennent tester ce niveau pour enfin le passer, mais finalement c'est pas du tout le cas, on repart à la baisse. Après d'un autre côté, voilà, on peut avoir une jolie structure comme ça qui se met en place et qui relance le Total 3 mais dans un peu plus longtemps, quoi, dans quelques semaines, voire pas plus. Si on regarde du côté d'Ether, ben, c'est pas très beau aussi, malheureusement on réintègre, vous voyez le petit range qu'on avait ici en 4 heures, qu'on avait du mal à passer, à chaque fois où on se faisait rejeter, et ben on l'a réintégré complètement et on revient tout en bas. Donc bon, c'est pas dramatique parce qu'au final, on revient juste au niveau qu'on avait il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'on revient sur voilà, le bas du range. Tant qu'on passe pas en dessous de ce niveau, bah, en fait, on reste dans une dynamique qui est neutre, qui est pas haussière, pas baissière, mais qui est neutre. Donc c'est correct. Mais derrière, on annule ce break-là qu'on avait de 2008. Et ça, c'est trop dommage. Mais c'est pas tout jeté non plus. Parce que vu qu'on a déjà break une fois, c'est déjà très bien. Parce qu'on a montré au marché que Ethereum en fait peut passer ce niveau sans problème. Et vu qu'il l'a déjà fait une fois, bah, il pourra le faire une deuxième fois. Donc ça peut tirer par les cheveux ce que je vous dis, mais en gros ce que je veux dire par là, c'est que c'est mieux qu'on ait eu ce break là et qu'ensuite on ravale que on ait eu juste un range comme ça. Parce qu'en fait, sur ce niveau-là, on avait telle résistance psychologique où en fait tout le monde défendait la zone de 2008 parce que voilà, c'est une résistance psychologique très forte par rapport historiquement ce qu'on a eu en daily sur ce niveau. Et ben le fait de l'avoir passé, et ben en fait ça ouvre les portes pour voilà, pour le futur, pour passer plus facilement. Vu que voilà, ça a déjà été passé, bah, la résistance psychologique elle a un peu sauté et elle reviendra moins vu que ben, les gens savent déjà que voilà, on a pu la passer une fois, donc elle repassera une deuxième fois facilement. Donc bon, Ethereum intéressant, franchement je vais le surveiller là, je tiendrai au courant. Alors peut-être pas prendre de trade ce week-end parce que ce sont les particuliers qui traitent, du coup c'est un peu le bordel. Mais si lundi je vois qu'on a un retour éventuellement vers le bas du range ici, quand même une petite structure haussière, ça peut être super intéressant de rejouer voilà, ce mouvement-là. Et sinon, si on voit que ça rebreak un peu comme on a eu ici, reprendre une position comme j'avais fait là, vous voyez, pour rejouer le break, ça peut être super intéressant. Et ETH-BTC qui a pas trop mal réagi, alors il a forcément corrigé parce que dans ce genre de moment, comme j'expliquais juste avant, bah, on a BTC qui corrige, mais Bitcoin corrige encore plus fort. Mais vous voyez, ça va. C'est-à-dire qu'il s'est fait rejeter donc, sur le plus haut qu'il avait ici. Mais pareil, il n'est pas baissé, c'est-à-dire qu'il ne revient pas plus bas que ce qu'on a eu là. Et tant qu'il ne casse pas ça, on est bon. Et là, le but de nouveau, ça va être de rebondir et de revenir casser. Et je pense que ça ira avec les 2800 $. Voilà, ça ira ensemble. Mais là, pareil, c'est comme les 2800 $. Quand on va casser ce niveau-là sur ETH-BTC, en fait, on risque de refaire un truc comme ça où Ethereum va super former de fou BTC parce que ça va être un niveau assez important à casser, ça va être un plus haut à faire. Et du coup, ça va être un message envoyé au marché qui va être assez puissant de la dominance de Ethereum face au BTC. Du côté des marchés traditionnels, ça n'a pas trop mal réagi, franchement. Vous voyez, c'est pas dégueu non plus. Que ce soit en daily là, sur Nasdaq et S&P, on a toujours notre dollar aussi qui est assez bas, donc ça c'est cool. Mais voilà, à surveiller ce week-end en fait. Qu'est-ce qui se passe si on a Israël qui réattaque l'Iran dimanche et que c'est le bordel et que lundi on a l'ouverture des marchés, ça peut pas très bien se passer. Donc voilà, ça bien sûr c'est à surveiller. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Most qui nous dit « Merci beaucoup pour ta vidéo. Quels sont pour toi les alts qui ont le plus de potentiel pour cette alt season STP? Celles qui peuvent faire x10 ou plus, une vidéo dessus serait ultra intéressante, peut-être sous forme de tier list avec leurs différents potentiels, avec la saison qui se prépare petit à petit. » Merci pour ton commentaire, ça fait trop plaisir. Alors, hyper intéressant les alts, je vous en parlais tout à l'heure du fait que moi j'y crois toujours à cette alt season, même si je pense qu'au prochain cycle je vais devenir Bitcoin Maxi, j'y crois toujours par rapport au fait que tout le monde a lâché un peu les altcoins, personne n'investit sur les altcoins, les gens sont limite à se demander ce qu'ils gardent leurs altcoins ou pas, et du coup on est dans un effet psychologique où plus personne ne s'intéresse trop aux altcoins, donc ça peut être le bon moment pour les altcoins de monter, en prenant en compte le fait que pour l'instant toute la dominance est sur BTC et qu'elle n'a pas encore été versée sur les altcoins, et le fait aussi que on va sûrement avoir une baisse des taux d'intérêt pour septembre qui sera super favorable logiquement pour les altcoins. Donc tout ça combiné me fait dire qu'on aura une alt season. Après derrière, comment elle va se passer? Est-ce qu'elle sera différente de 2021-2017? Sûrement. Parce qu'en fait, si vous voulez, la saison de 2017 a été très différente de celle de 2021. Et je pense que celle-là va être encore plus différente. Elles sont différentes parce qu'il y a de plus en plus de projets, de plus en plus de capitalisation, et donc il faut de plus en plus sélectionner les bons projets pour être sûr de faire une performance. Si vous voulez, en 2017, en vrai, c'était lunaire. J'aurais trop aimé lancer ma chaîne YouTube en 2017 et que vous soyez tous là pour voir comment c'était. C'était incroyable. Parce qu'en 2017, j'avais vu une stat, mais qui était abusée. C'était si tu prenais la moyenne, la performance moyenne de tous les altcoins, c'est-à-dire que tu prends tous les altcoins de 2017 et tu prends tous ceux qui ont marché et pas marché, tu les réunis tous ensemble et tu fais la performance moyenne de ces altcoins-là. Et en moyenne, sur Bullrun, ils avaient fait x70 sur les SEO. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que tu investissais sur n'importe quoi,
en moyenne, tu faisais x70. x70, les gars, non mais c'est abusé. Genre là, pour ce bullrun là, pour faire 70, il faut y aller, c'est chaud. Et du coup, dans ces x70 de moyenne, bah t'en avais, il faisait x500, x1000. T'en as d'autres, il faisait moins, il faisait x30, x20. Mais en moyenne, x70, c'est hallucinant. Après, t'avais 2017, si je me trompe pas, je crois qu'il devait y avoir 2-3 000 altcoins. C'est-à-dire que je prends tous les altcoins total qu'il y avait en 2017, c'était 2-3 000. C'est tellement peu. Alors qu'aujourd'hui, on était à des dizaines de millions, quoi. Et 2021, c'était différent. 2021, on avait beaucoup plus d'altcoins. On devait peut-être avoir, je sais pas, 10-20 000 altcoins, donc peut-être 10 fois plus. Mais on n'avait pas encore tout ce truc de Memecoin. En fait, si vous voulez, Memecoin, Dogecoin, Shiba, Floki, tout ce qui a explosé là, c'est vraiment arrivé fin 2021. Et en avril-mai 2021, quand c'était l'Elk Season, enfin plutôt de février à mai 2021, quand c'était l'Elk Season, et ben les Memecoin, ils n'avaient pas énormément de place. Et c'était surtout les projets altcoin voilà, qu'on connaissait, qui étaient assez connus, GLD, je sais pas, UOS, Chiliz, tous ces projets-là, qui pétaient fort. Et du coup, là, pour ce cycle-là, je me dis que ça va être encore différent, parce qu'en fait, on a encore beaucoup plus, c'est pas 10 fois plus, mais là c'est peut-être 1000 fois plus altcoin, donc beaucoup plus de capitalisation diluée sur le marché, et derrière on a énormément de Memecoin. Donc je pense que quand si on a une Elk Season là, par fin d'année et qu'on a toute la capitalisation qui se verse sur les altcoins, je suis quasi sûr qu'on aura de nouveau les Memecoin qui vont péter, parce que ça c'est vraiment le narratif avec les Memecoin, avec l'IA, c'est le narratif là de ce bullrun, donc je pense que les Memecoin vont péter. Donc moi je me positionne encore sur les Memecoin, ça peut être intéressant de se positionner, mais comme d'hab, très compliqué d'essayer de trouver les nouveaux Memecoin, donc se positionner juste sur les plus gros. Ensuite, la deuxième narrative que je regarde énormément, c'est l'IA, parce que l'IA, je sais pas si vous vous souvenez, mais là, janvier, là, quand ça commençait à péter un peu, on avait les IA qui étaient à fond, le narratif IA, agent IA, ça pétait dans tous les sens. Et ça, je pense que ça va revenir fort, parce que ça va être une narrative qui a le plus pété et qui va, souvent quand il y a des narratives qui pètent très fort en bullrun, bah, elle reste tout le bullrun, vu qu'elle est encore hype. Du coup, je pense qu'il faut se centrer sur ces deux narratifs, même IA. Il y a aussi SocialFi là, qui arrive, qui est pas trop mal. Et après, tout ce qui est assez classique, RWA, Depin, etc. Même si eux, bah, je vais moins miser sur eux et plus miser sur IA même. L'autre technique, moi, que je vais faire, c'est pour trouver les bons altcoins, c'est me focus sur deux choses. Donc, la première chose, c'est la hype des tokens qu'ils ont eu durant ce bullrun. Pas durant les anciens bullruns, durant ce bullrun. Et la deuxième chose, c'est les narratifs les leaders de narratifs plutôt. Ça, c'est important. Alors, pour le premier point, comment trouver un token qui hype ? En fait, vous regardez juste la hype qu'a eu le token durant le début de ce bullrun. Donc, par exemple, je sais pas, un token comme BGB qui a bien performé, qui était bien hype durant le début du bullrun, bah, ça peut être un bon choix. Donc BGB, je vous en donne quelques-uns. BGB, il y a par exemple Cookie, qui était très très bien, sur lequel je me positionne toujours. ATR, qui a très bien performé et qui était pas mal hype. Il y a Zero G Labs, que j'attends pas mal, mais qui n'est pas encore sorti. Il y a Supra, tiens, lui, il est un peu moins connu, mais il peut être vraiment pas mal aussi. Il y a aussi tout ce qui est TAO, qui était très très hype. Il y avait aussi le hype de Hyperliquid, mais lui, bon, il fait que monter, compliqué à rentrer, mais bon, je pense que c'est un des tokens qui a le plus performé au final. Ouais, tous les tokens comme ça qui ont pas mal performé au début du bullrun, je pense qu'ils vont reperformer en fin de bullrun. Normalement, ça va avec. Parce que la hype de ces tokens n'a pas eu le temps de redescendre, quoi. Et elle est toujours là. Elle redescendra peut-être au prochain cycle, mais pas pour l'instant. Et après, le dernier truc à faire, comme j'expliquais, c'est leader de narratif. Donc vous prenez par exemple, je sais pas, le narratif RWA, et vous misez sur les leaders de ce narratif-là. Vous misez sur les plus gros de ce narratif-là. Et en fait, quand vous avez un narratif qui va se lancer, et ben vous allez avoir 80% des performances qui vont se faire sur les plus grosses cryptos de ce narratif. Et les 20% des performances vont se faire sur les toutes petites cryptos qui viennent de se lancer là, dans ce narratif et qui vont péter très fort. Mais pour trouver celle-là, c'est très compliqué. Et du coup, je trouve que déjà qu'on est sur les altcoins, c'est assez volatile, qui sont pas très hauts en capitalisation et qui pourra faire des belles multiplicateurs, et ben juste se positionner déjà sur les narratifs, sur les leaders narratifs, tu peux déjà prendre des biens x10, x15, x20, tu vois, sur les narratifs comme ça, sur les leaders narratifs. Parce que là, les capitalisations d'altcoins sont tellement basses que pour aller chercher des x10, x15, x20, c'est faisable. Après, derrière, ce qui a évité, je pense, pour les altcoins, c'est tous les projets qui n'ont pas forcément performé au début de ce bullrun, et qui risquent de continuer à ne pas très bien performer et qui étaient hype au dernier cycle mais qui ne le sont plus maintenant. Donc tout ce qui est par exemple, je sais pas, EGLD, Atom Cosmos, même en réalité Matic avec DOT, tout ça, je les mets un peu de côté. Même si derrière, ouais, j'ai quand même un peu, je crois mes Chiliz et mes US au final, je les ai vendus. Et ceux que j'ai gardés, non, Chiliz, je les ai gardés, c'est US que j'ai vendu, je sais plus si j'ai gardé US et Chiliz, je crois que je les ai vendus. Les seuls que j'ai gardés, je crois, pour l'instant des anciens bullrun, c'est Link, sur lequel j'y crois toujours, c'est le VET et c'est le Borg de Swissborg. C'est les trois que j'ai bien gardé en termes de capital et que je compte garder pour ce bullrun. Mais après, le reste, je mise plus sur ATR, Cookie, BGB, Hype, sur ce genre de token, quoi.
Donc voilà, on verra. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Parce que comme d'hab, c'est mon avis. Je sais pas si ça va se passer comme ça exactement. Mais de ce que j'ai pu voir par expérience là sur les derniers cycles, sur les 7-8 dernières années au niveau des cryptos, c'est souvent comme ça en fait que ça se passe, que ce soit au niveau des performances des altcoins et au niveau de la psychologie aussi des cycles au niveau des altcoins. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois pas de subscription. Vous avez Bofin, vous avez Zoomex, vous avez Swissborg. Si vous voulez investir, si vous voulez trader, n'hésitez pas. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à plus. Ciao!